Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de ce jeudi 21 octobre. Le point sur les dégâts engendrés par la tempête Aurore. Le phénomène météorologique est passé cette nuit par le département. 70 interventions de pompiers ont été nécessaires et des foyers ont été privés de courant. Une réunion qui a convié représentants des collectivités et de la sécurité ce jeudi à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. À l'invitation de l'opérateur Seine-et-Yvelines Numérique, les participants ont abordé le thème de la vidéoprotection et d'une potentielle mutualisation des moyens. À ce sujet, nous recevons le député des Yvelines, Philippe Bennassaya. Et puis un budget qui est passé de 3,5 milliards à plus de 5 milliards d'euros. Le coût d'Eole, ce prolongement du RER jusqu'à Mantes-la-Jolie déraille. Et de quoi inquiéter ou susciter la colère du département des Yvelines et de la région Île-de-France. Le projet est-il menacé pour autant? Nous en parlons dans un instant. Retour également sur la venue cette semaine d'Éric Zemmour à Versailles. Le polémiste, annoncé comme probable candidat à la prochaine élection présidentielle, a-t-il un potentiel électoral dans le département? Élément de réponse tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, le début de cette édition avec les conséquences de la tempête Aurore qui est passée par le département cette nuit. Alerte orange levée au vent violent dès 8h ce matin par Météo France dans la région où les rafales ont atteint par endroits plus de 100 km/h. Des effets plutôt limités dans les Yvelines, pas de blessés à déplorer, mais tout de même 70 interventions des pompiers entre 21h et 8h du matin pour des chutes d'arbres et de branches. Et les agents dans les communes également ont été largement mobilisés ce matin, comme ici à Plaisir où ils ont été à pied d'œuvre dans le parc du Château et également dans le quartier des Gâties. Notre exemple à Poissy, où, comme dans d'autres communes yvelinoises, des arbres sont tombés par endroits. Intervention des agents pour sécuriser les lieux. À noter que le plan Orsec Orange a été déclenché dès 5h du matin dans le département. Il permet une mobilisation rapide et coordonnée des moyens sous l'autorité du préfet. Et ce jeudi matin, une quinzaine d'interventions de sécurisation ont été également menées, dont certaines pour rétablir le courant dans la moitié nord du pays. Jusqu'à 250 000 foyers ont été privés d'électricité. Enedis a dépêché 40 techniciens dans les départements des Yvelines et du Val d'Oise. Des opérations pour réalimenter les clients dans les plus brefs délais. C'était le cas ce matin au Ménil-Saint-Denis sur ces images où une trentaine de foyers étaient concernés. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Suite à la tempête Aurore de cette nuit, il y a une chute d'arbres sur une de nos lignes aériennes basse tension. Et du coup, on vient pour réparer aujourd'hui la ligne en question, pour pouvoir réalimenter les clients qui sont coupés depuis cette nuit. On est sur une liaison entre deux postes et on peut faire une réparation provisoire pour alimenter au plus vite les clients sans devoir remonter tout le réseau existant. Et en cas d'incident électrique près de chez vous, Enedis rappelle quelques bons gestes, ne jamais toucher de fil à terre ou d'objets en contact avec une ligne électrique, signaler toute anomalie et respecter également les zones banalisées. La dernière conséquence enfin de cette tempête Aurore dans le département des Yvelines, des transports perturbés à cause de chutes d'arbres et de soucis électriques. Il a été très difficile ce matin par exemple de circuler sur le RER A ou C par endroits avec des interruptions de trafic ou encore de gros ralentissements sur les lignes du Transilien N et U. Le retour à la normale est intervenu peu à peu dans la journée. Restez informés sur les sites de la RATP et de Transilien. Et dans l'actualité du jour également, le déplacement du Premier ministre Jean Castex dans les Yvelines. Le Premier ministre était cet après-midi à Saint-Germain-en-Laye en compagnie de la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable Olivia Grégoire. Au programme de la visite, le Quai des Possibles, un tiers-lieu qui propose des formations vers les métiers en tension, le numérique et la création d'entreprises ou encore des chantiers d'insertion professionnelle. Une structure qui s'adresse aux personnes éloignées de l'emploi. Jean Castex a ensuite parcouru les rues de la ville en compagnie du maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. J'accueille à présent en plateau mon invité de ce journal, c'est Philippe Bennassaya. Bonsoir. Bonsoir. Député de la 11e circonscription des Yvelines. Avec vous, on va parler de la vidéoprotection et des évolutions législatives qui ont été engagées par la loi pour une sécurité globale qui a été promulguée déjà le 25 mai dernier. Mais d'abord, direction Montigny-le-Bretonneux, Seine-et-Yvelines Numérique a organisé ce jeudi à la ferme du Manet une matinée de conférence sur la vidéoprotection mutualisée. À l'occasion de présenter le futur projet de l'entité en proposant des collaborations sur la vidéoprotection entre communes au sein d'une même intercommunalité. Le reportage de Nicolas Dandry. Une vidéoprotection pilotée par Seine et Yvelines Numérique pour les communes et intercommunalités, le projet en cours d'élaboration par le syndicat mixte, un sujet sur lequel est engagé le conseiller départemental yvelinois Patrick Stefanini. Ce syndicat va pouvoir intervenir auprès des communes à leur demande, à la fois pour les aider financièrement à acquérir, à installer et à maintenir les matériels, mais également Seine et Yvelines Numérique pourra faire du visionnage
pour le compte des communes et du visionnage H24, comme ce syndicat le fait déjà pour le compte du département sur les bâtiments départementaux. Aujourd'hui, le projet est en cours de conception. Les membres de Seine et Yvelines Numérique consultent les maires et élus intercommunaux. C'était le cas lors de cette conférence organisée le jeudi 21 octobre à la ferme du Manet. Objectif final, mettre en place des centres de supervision sur le territoire. Maire de Chevreuse, Annéry Lepalec, présente lors de cette matinée, est intéressée par la démarche. L'évolution législative va vraiment permettre ça en s'appuyant sur des dispositifs qui sont mutualisés à beaucoup plus grande échelle. Donc les moyens du département, avec son bras armé, le syndicat Seine et Yvelines Numérique, et d'être beaucoup plus dans une action préventive que dans une action répressive. Les centres de supervision seraient directement en relation avec les polices municipales, nationales et la gendarmerie. Une phase opérationnelle pourrait être lancée l'année prochaine sur des communes ou intercommunalités des Yvelines. Philippe Benassaillant, on vient de le voir dans ce sujet. La loi permet aujourd'hui à un syndicat mixte de prendre en charge la vidéoprotection communale et intercommunale. Vous avez d'ailleurs voté pour la loi pour une sécurité globale qui amène quelques changements législatifs. On va les voir s'afficher. Tout d'abord, les syndicats peuvent mettre à disposition des communes ou des intercommunalités ou des départements également concernés du personnel pour visionner les images. Nouvelle aussi modification, ces agents de communes et d'intercommunalités aussi de syndicats mixtes peuvent être chargés du visionnage des images qui ont été prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part des actes de police judiciaire. Quels sont les objectifs qui sont apportés justement par ces modifications législatives? Que permettent-elles finalement ces modifications? Alors, il faut savoir d'abord que cette question est ancienne. Il y a eu des modifications législatives, vous l'avez dit, et les agglomérations avaient souvent cette compétence-là de ce qu'on appelle les CSU, les centres de supervision urbains. C'est une histoire un peu ancienne qui vient d'être remodernisée. Si j'ai quelques secondes, je vous explique. En général, les images sont vues dans des centres de supervision urbains. Ces centres de supervision urbains, soit sont à la charge de la commune, soit sont à la charge des agglomérations. Moi, en tant que vice-président à l'époque de Versailles-Grand Parc, puisque Bois d'Arcy étant dans Versailles-Grand Parc, quand j'étais maire de Bois d'Arcy, j'avais la compétence vidéoprotection. Et donc, mon objectif, à l'époque, il y a maintenant des années, c'était non seulement l'installation des caméras sur l'agglomération, mais également de créer des centres de supervision urbains à l'intérieur même de Versailles-Grand Parc. Vélizy, Versailles, Fontenay-le-Fleury. Il y en avait 3. Et ces centres de supervision pouvaient nous permettre de voir les images dans toutes les communes. Donc ça existait déjà depuis longtemps. La grande nouveauté, c'est que maintenant, Seine et Yvelines Numérique, qui regardait les images des bâtiments départementaux, peut maintenant regarder toutes les autres images, ce qui fait qu'on renforce l'arsenal. Et puis il y a un troisième point que je voulais voir avec vous, et très rapidement, c'est que j'ai fait adopter un amendement, ce qui est rare, puisque je ne suis pas dans la majorité, mais j'ai fait adopter un amendement qui est très important. C'est-à-dire quand il y a des villes, par exemple, ou des petites villes, dont la communauté de communes n'a pas la compétence sécurité, elles sont coincées parce qu'elles ne peuvent pas visionner les images. Personne peut visionner leurs images. Et donc, elles peuvent s'adosser sur des communautés d'agglomération voisines. Et l'amendement a été adopté. Je prends l'exemple dans ma circonscription du Ménil-Saint-Denis. C'est une petite commune et la communauté de communes n'a pas la compétence sécurité. Donc j'ai demandé à ce que les images du Ménil soient regardées par Saint-Quentin en Yvelines. Et pour cela, il fallait faire un amendement parce qu'on change de frontière, on change d'agglomération. Donc vous voyez que le sujet est en train de grossir. Il y avait une époque... Souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, la vidéoprotection, les centres de supervision, grosso modo, c'était plutôt les villes de droite qui les faisaient et les villes de gauche étaient plutôt réticentes. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus de débat. Un sujet qui concerne plus de personnes. Alors, en quoi, justement, cette mutualisation territoriale des moyens permet-elle d'avoir une vidéoprotection plus efficace pour lutter, par exemple, contre la délinquance ? Oui, et puis il y a beaucoup d'autres choses. Lutter contre la délinquance, vous voyez comment sont faites les images. D'abord, les images sont floutées pour tout ce qui est privé, tout ce qui est bâtiment privé. Et lutter contre la délinquance humaine, la délinquance routière également, c'est très important. On est en train de passer à la vidéo-verbalisation aussi. Donc vous voyez que tout l'arsenal de sécurité est en train d'être modifié en France. Pourquoi ? Parce que la compétence sécurité est en train de descendre de plus en plus sur les communautés de communes et les collectivités. Donc on est devant une vraie révolution de la sécurité et des images, des cyber et de la cybersécurité en France aujourd'hui. Vous ne disiez pas forcément que pour lutter contre la délinquance, ça peut servir aussi à... ça peut être aussi les CSU, par exemple, les centres de supervision urbaine deviennent des CSU 2.0, c'est-à-dire qu'on peut actionner à distance
de votre CSU avec les caméras que vous avez. Vous pouvez actionner, par exemple, éteindre des gymnases, ce qu'on appelle la Smart City, la ville intelligente. Vous pouvez éteindre des gymnases qui sont restés allumés le soir, monter et descendre les plots, vous savez, de parking ou de stationnement. Voilà, on est devant le grand chantier de la ville intelligente. Et typiquement, sur un cas comme la tempête Aurore, c'est voir très vite si un arbre est tombé à tel endroit. Absolument. Sur Là, le vous le voyez à l'image, vous appelez immédiatement les services de secours et ça peut être réglé plus rapidement. C'est un outil extrêmement important pour les communes et pour les élus. Et à votre avis, est-ce que la loi qui donc a été, on a vu, qui permet plus de choses aujourd'hui, est-ce qu'elle doit aller encore plus loin, à votre avis ? Honnêtement, la loi, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal parce qu'elle permet, ce que je disais moi, par exemple, via mon amendement, de faire pas mal de choses, de permettre aussi à des organismes publics de prendre cette compétence-là. On peut aller encore plus loin, hein. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Les polices municipales doivent se moderniser également. Il y a aussi les caméras piétons, il y a les vidéoverbalisations, comme je le dis. Donc, je pense très honnêtement que dans les années à venir, c'est un sujet qui va progressivement évoluer au-delà des carcans politiques, parce que je pense que, comme je le dis maintenant, cette cybersécurité ne fait plus débat. Et une dernière question, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui s'inquiètent aussi de cette vidéoprotection de plus en plus présente dans notre quotidien, qui pourraient y voir peut-être une atteinte aux libertés ? Comment les rassurer ? J'étais là, il y a un an ou deux, on avait fait un débat avec un responsable des droits de l'homme, je crois, de la Ligue des droits de l'homme, je ne sais pas si c'était avec vous. C'était un peu plus d'un an, mais c'était pas avec moi. Non, c'était pas avec vous, mais il mentionnait justement ce problème de droits de l'homme. C'est pas la Chine, on n'est pas en train d'aller vers ce modèle-là. C'est un modèle, faut savoir que la sécurité est la première de nos libertés. Donc ce que je disais à ce monsieur, c'est que plus on arrive à sécuriser nos villes, tranquilliser nos communes, plus on va vers plus de liberté. Maintenant, il faut encadrer les choses. Attention aux dérives et attention à ne pas filmer n'importe quoi. Merci Philippe Benassia d'être venu en plateau. Et je rappelle, député de la 11e circonscription des Yvelines. Dans le reste de l'actualité, 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. C'est ce qu'a requis le parquet de Versailles contre Karim Benzema. Et depuis mercredi, le procès de l'affaire du chantage présumé à la sextape au préjudice de Mathieu Valbuena se tient au tribunal correctionnel de Versailles. Outre Karim Benzema, 4 autres personnes sont également mises en cause. Le procureur a requis des peines allant de 18 mois à 4 ans de prison ferme, de 5 000 à 15 000 € d'amende. Le verdict pourrait être connu dès demain, vendredi 22 octobre. Au chapitre politique, le polémiste Éric Zemmour a tenu une conférence à Versailles au Palais des Congrès ce mardi. Plus de 1200 personnes étaient présentes pour écouter le potentiel candidat à la présidentielle de 2022, lui qui ne s'est pas encore déclaré. L'occasion de tester son potentiel électoral dans les Yvelines. Le reportage de Nicolas Dandry. C'est une salle conquise à Éric Zemmour. Plusieurs générations de personnes venues de Versailles, des Yvelines et plus globalement de régions parisiennes, tous sont venus écouter l'éditorialiste. Une conférence organisée au Palais des Congrès de la Cité Royale. 2 personnalités politiques yvelinoises étaient notamment présentes, Jean-Frédéric Poisson et Laurence Trochu. C'est des gens qui se sentent suffisamment proches de moi pour venir passer une soirée avec moi. Voilà, après vous en déduisez ce que vous voulez. Moi je pense qu'effectivement ces gens-là n'ont rien à voir avec les notables centristes de LR. Voilà, quel que soit le candidat à part Éric Ciotti. Je suis d'accord avec lui sur l'urgence des enjeux de civilisation, comme je viens de le dire. Nous partageons aussi une même vision de la personne humaine, de sa place dans la société. Et je partage avec lui cette inquiétude qui est partagée, je crois, aussi par beaucoup de nos concitoyens qui voient petit à petit notre pays se déliter. Le département des Yvelines va être une sorte de petit laboratoire de l'élection présidentielle. Parce qu'on voit d'un côté effectivement que Éric Zemmour trouve ici de potentiels électeurs, si toutefois il est candidat. Et puis de l'autre, on voit aussi que bon nombre d'élus qui, il y a encore un an, étaient membres des Républicains, ont aujourd'hui rallié le parti d'Édouard Philippe en soutien à la majorité présidentielle, en soutien à Emmanuel Macron pour 2022. Et si on se penche sur les scrutins précédents, en 2017, les électeurs yvelinois avaient placé Emmanuel Macron en tête des suffrages au premier et second tour. Les candidats En Marche ont gagné 11 circonscriptions sur 12 lors des législatives. Depuis, le parti Les Républicains a regagné du terrain dans le département lors des élections intermédiaires. Quid alors de l'avenir du parti à l'échelle nationale ?
Je sais que les élections sont très bonnes pour Pierre Bédier, je sais qu'il est indéboulonnable pour l'instant, mais il incarne un système qui est l'UMP, un conglomérat électoral plus exactement, qui aujourd'hui est très en difficulté au plan national. Zemmour, il essaie de venir percuter ça, donc je ne sais pas quel impact ça aura dans les Yvelines, mais ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, il est une menace pour ce genre de fief comme celui de Pierre Bédier dans les Yvelines. Ouais. Ce que je crois fondamentalement, c'est que les Yvelines sont plutôt un territoire d'électeurs du centre, pragmatique, opérationnel, ce qui en tout cas n'est pas le profil d'Éric Zemmour. Dans les Yvelines, le Rassemblement national n'a jamais réellement percé. Marine Le Pen avait obtenu 22% des voix au second tour lors de la présidentielle de 2017. La question, Éric Zemmour réussira-t-il à bousculer les lignes politiques dans le département s'il est candidat ? On parle à présent transport dans ce journal et plus précisément du projet EOL. Vous le savez, c'est ce prolongement de la ligne E du RER à 55 km dans l'ouest francilien, plus 55 km et ce jusqu'à Mantes-la-Jolie. Certaines polémiques ont éclaté ces dernières semaines, notamment sur le budget total du dossier. Et c'est avec Mickaël Edmidoro qu'on en parle. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de TV78. C'est un budget qui déraille, Mickaël. C'est ce qu'ont annoncé certains élus de la région francilienne. Le budget du chantier devrait dépasser le budget initial de 1,5 milliard d'euros. Plus de 50% d'augmentation par rapport au coût annoncé au départ pour prolonger la ligne jusqu'à Mantes-la-Jolie en passant par Poissy et Sartrouville. Cette hausse a créé les tensions financières entre la SNCF et les élus franciliens qui doivent avancer la trésorerie. Face à ce nouveau dépassement, 4 groupes d'opposition au Conseil régional d'Île-de-France ont demandé ces derniers jours une mission d'information et d'évaluation du projet cet automne. Sinon, les travaux pourraient s'arrêter en janvier. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a notamment parlé de scandale d'État. Elle était invitée dans l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. C'est pas possible aujourd'hui que la SNCF, grande entreprise en monopole, prenne un chantier et nous dise il va coûter 3,5 milliards et arrive ensuite en nous disant non, il va coûter 5,5 milliards. Si l'État est pris par surprise par un grand opérateur public, c'est un scandale d'État. Il faut faire un audit d'ingénierie de SNCF Réseau, parce que ce qui arrive aujourd'hui à l'Île-de-France et à la Normandie par ricochet peut arriver aujourd'hui lorsqu'il y aura des chantiers de TGV. De son côté, la SNCF justifie cette augmentation par des retards pris sur le chantier avec la crise sanitaire et la crise des gilets jaunes. Le percement d'un tunnel de 8 km sous la Défense dans une zone dense est également responsable du retard. Ces problèmes de financement pourraient avoir un sérieux impact sur la livraison du chantier. Pour l'instant, les panneaux situés à proximité des gares affichent toujours 2024, mais il devrait y avoir du retard. Mais EOL se fera malgré ces polémiques, a assuré Pierre Bédier, le président du département. Dans les Yvelines, EOL, ce sera 6 trains par heure en heure de pointe qui partiront de Mantes-la-Jolie pour rejoindre Paris. Un projet attendu par les habitants des Yvelines. Nous les avons interrogés ce matin devant la gare de Poissy qui accueillera ce RER E. Je pense que ça pourrait être mieux pour les transports et puis alléger un peu tout le trafic, parce que simplement le RER A et puis la ligne J qui vont sur Paris, c'est un peu compliqué. Personnellement, je trouve que c'est assez bien, parce que du coup on pourra se déplacer plus vite. C'est une ligne que j'attends, parce que je sais que ça va desservir la Défense très rapidement, donc à voir sur du long terme ce que ça donne en fait. J'attends patiemment, forcément pour aller à Paris, Nanterre, ça va être très très rapide. Si le projet va à son terme, 700 000 voyageurs devraient emprunter cette ligne quotidiennement. Merci Mickaël pour toutes ces précisions sur ce projet, on l'a compris, très important pour les Yvelinois. Tout autre chose à présent, du côté de Magny-les-Hameaux, la commune continue de réduire les déchets issus des temps de repas scolaires. Depuis la rentrée de septembre, les élèves utilisent désormais des serviettes en tissu à la cantine. Mélanie Poquet. C'est devenu le rituel des écoliers magnicois. Depuis le 20 septembre, avant de rentrer dans la cantine, ils récupèrent leurs serviettes en tissu. Encore quelques oublis, mais la démarche est déjà comprise. J'ai dit que c'était bien pour l'écologie de la planète. On gâcherait moins de papier parce que le papier c'est fait avec les arbres et j'aime la nature. C'est bien, comme ça on utilise moins de serviettes et il y a moins de pollution. Tous les lundis on met la serviette dans le casier et tous les vendredis on la récupère en classe. Un changement d'habitude qui permet d'économiser 100 000 serviettes en papier par an, une volonté de la mairie. Une serviette en papier met 3 mois à se décomposer. Ça fait partie d'une démarche plus globale par rapport à la réduction des déchets et notamment au niveau de la restauration scolaire. On a d'abord commencé à réduire notre usage du plastique de manière générale. Donc par rapport à ça, on travaille avec des barquettes compostables
par exemple, depuis maintenant 2-3 ans. La municipalité a aussi distribué des gourdes pour limiter l'usage des bouteilles en plastique lors des pique-niques et au quotidien. La ville introduit aussi des produits issus du commerce local dans les menus des écoles. Un mot de sport avec les championnats du monde de cyclisme sur piste qui se tiennent en ce moment à Roubaix. Et après le bronze au JO de Tokyo, les Bleus de la vitesse par équipe se sont adjugés hier la médaille d'argent. Derrière les intouchables néerlandais, mais devant les Allemands, le trio était le même qu'aux Jeux Olympiques. Ryan Elal, Florian Grengbo, licencié au Vélo Club d'Elancourt 50 ans en Yvelines, et Sébastien Vigier. Tous trois s'entraînent régulièrement au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Bravo à eux. Et puis avant de refermer ce journal, direction Voisin-le-Bretonneux où le club d'œnologie du centre Alfred de Vigny se prépare pour les championnats de France. C'est ce week-end à Mentou-Salon dans le Cher. Vinifica a représenté la France au début du mois à Avignon aux mondiaux de dégustation de vin à l'aveugle. Le club qui compte 85 membres en avait aligné 5 pour la compétition et a terminé cette compétition des championnats du monde à la 6e place. Pour les championnats de France, 5 équipes de Vinifica seront en lice pour décrocher le titre national. Michael Elmidoro a pris le pouls à quelques jours de la compétition. Assez confiant. Aujourd'hui, je constate d'année en année que tous les dégustateurs qui sont dans cette salle ont de la régularité. C'est ce qui est le plus dur. On peut avoir une partie qui nous sourit plus facilement, avoir de la réussite sur une partie. Avoir de la régularité, c'est déjà beaucoup plus difficile. Voilà, c'est très exigeant. Pour être en finale, il faut être dans les 6 meilleurs sur une des manches du championnat de France. On va tenter de l'être. Et généralement, on arrive à placer entre 10 et 16 dégustateurs en finale. Ça sera l'objectif cette année. Bonne chance à nos Vicinois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, c'est avec le 7-8 week-end que vous avez rendez-vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec Michel T. et Maïen Santisteban pour une émission, vous le savez, avec de l'actualité et également des idées de sortie loisirs pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Très belle soirée avec TB78.